tu te disais, ok, qu'est-ce que fait mon commercial? Il n'est pas en train d'écouter de la musique alors qu'il devrait travailler. On ne sait pas faire du sales. Oui. On ne sait pas faire du marketing. Il me dit un peu innocent, mais on va pas recruter un commercial qui va être payé plus cher qu'un ingé quand même. Bah si, parce que c'est lui qui ramène le chiffre. Aujourd'hui, on a 14 000 clients. Attends, on se dirait, ok, vous êtes peut-être des acharnés, ce qui est probablement mon cas. Là, en plus, on a fait un épisode assez technique. En off, là, tu me reparles un peu de ce que fait vraiment Ringover, parce que du coup, c'est quand même facile, mais c'est quand même un peu complexe. Tu étais en train de me parler de comment vous aviez attaqué le marché anglo-saxon, comment vous étiez en train de le revoir ou quoi. On va faire les choses assez classiques. Ludovic, je vais te demander si tu veux bien de te présenter, de expliquer avec tes mots ce que c'est Ringover. Bon, ça, ce qui est fou, c'est qu'il y a peut-être plein de gens qui ne connaissent pas, alors que c'est quand même une belle start-up française. Je crois que vous êtes plus de 300 maintenant. Ouais, c'est ça. J'avais quoi comme chiffre, 30 ou 40 millions d'ARR? Ouais, 40 millions. Et 40 millions, putain. 45 bravo. d'ici la fin de l'année, ouais. Vous avez monté Ringover quand? 2018, officiellement. donc Ringover c'est- lancé, premier client. Donc c'est génial. pas si vieux que ça en fait, quoi. Non. C'est juste avant le Covid, quoi. Bon, vas-y, je te laisse te présenter, Ok. puis avant, on a plein de sujets là à voir ensemble. Très bien, Ludovic Rato, je suis le CEO et un des cofondateurs de Ringover, on est 3. J'ai un background d'ingénieur. Ce que j'adore, c'est faire du produit. C'est pas forcément commun dans la tech d'avoir le CEO qui est vraiment la tête du produit, mais c'est notre cas. C'était un choix qui était délibéré et ouais, ils me disent un peu que je suis le père du produit de Ringover. Pour la petite histoire, ouais, on a codé la première mouture de Ringover qui était vraiment juste le téléphone WebRTC dans le navigateur. Très révolutionnaire en 2018. Back in time, on n'était pas du tout avec du Zoom, Google Meet, etc. Pas de WebRTC. Aujourd'hui, c'est normal. À l'époque, tu mettais le casque, c'était complètement bizarre. Tu te disais, ok, qu'est-ce que fait mon commercial? Il n'est pas en train d'écouter de la musique alors qu'il devrait travailler. Ouais. En fait, tout ça a changé et aujourd'hui, c'est complètement normal. Mais à l'époque, c'était assez extraordinaire. Donc, je suis arrivé et puis j'ai dit à Renaud, un des cofondateurs, mets le casque et appelle ta femme. Et là, il a eu un peu l'effet waouh, qu'on essaie de pousser chez Ringover dans le produit. En tant que belle boîte produit, ouais, on pousse ça. C'est vraiment quelque chose qui fait aussi gagner à la fois dans les ventes, à la fois dans l'expérience client. Je trouve que d'arriver et de montrer un produit qui est beau, qui est efficace, que tu comprends tout de suite, ça change tout. On est dans un monde où déjà la téléphonie, c'était un peu, pardon pour l'expression, un peu puant, etc. Mais surtout d'arriver à faire une expérience client où tu arrives sur le site web, tu mets ta carte bancaire, tu payes, tu travailles. C'est vraiment aussi simple que ça. Ça révolutionnait pas de training compliqué de tes équipes, pas de 9 mois de déploiement, etc. Donc ça, c'était complètement révolutionnaire. Et puis en fait, les clients ont pris beaucoup. Donc forte croissance, plus de 100% tous les ans, trop génial, etc. À l'époque, j'étais vraiment sur cette brique produit. Jean-Samuel était le président de l'entreprise et Renaud occupait plutôt la partie direction générale. Aujourd'hui, Renaud est parti aux États-Unis. Il s'occupe de la branche US de Ringover. On en parlera peut-être tout à l'heure. Vous êtes à Atlanta, non? Ouais, à Atlanta. Et en fait, j'ai step up justement comme CEO en 2024 pour reprendre justement toute la partie direction générale exécutive de l'entreprise. Donc on continue la forte croissance, plus de 30% par an, ça marche hyper bien, on a plein de clients et on arrive à justement ouvrir des nouveaux pays. 2024, c'était l'ouverture de la Belgique, l'ouverture du Mexique, en plus des countries qu'on a aujourd'hui, donc France, Espagne, UK et US. Donc ça marche très très bien et on est très content et c'est très intense forcément le développement d'un SaaS. Tu m'étonnes, et puis surtout, en fait, avec une telle croissance, de toute façon, ça nous fait 1 million de sujets. Comme on parlait, en fait, comment en 6-7 ans, on passe de 0 à 40 millions, comme on passe de 0 à 300 salariés. Déjà, rien que là-dessus, on pourrait faire une heure facile sur chaque sujet. Aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien, surtout ceux qui sont peut-être moins initiés, moins tech, en fait, on a toujours un peu cette image, tu vois, on vous met dans le même paquet que des gongs aux États-Unis ou en France, comme des AirCall. Peut-être vous avez même des features aujourd'hui en relation même avec des Mojo ou des comme ça. Donc, on va bien comprendre, vous, sur quel spectre en fait, vous êtes situé. Et en fait, comprendre, c'est qu'avant 2018, c'était quoi la solution, c'était quoi le problème? Et vous, c'est quoi la solution en termes de produits que vous avez amené, qu'on comprenne bien concrètement ce que c'est Très bien. Alors, c'est un cheminement. Évidemment, c'est une boîte qui grossit très vite, donc il y a eu beaucoup de changements et ça très, très vite. Au début, c'était un simple outil de téléphonie cloud qui te permettait, sans avoir de téléphone sur ton bureau, de pouvoir téléphoner de partout. On était les premiers clients Ringover, on l'est toujours. Ringover est vendu par Ringover. Si vous recevez un appel de mes équipes, c'est via Ringover. Et l'idée, c'est de se dire, OK, cette téléphonie cloud, ce sera le futur, ça changera tout.
On est arrivé chez les premiers clients qui nous ont dit « Ah oui, c'est le futur, mais on a besoin de notre chose. » Du coup, on a revu notre copie, on a créé un dashboard de configuration, etc. pour vraiment faire l'outil ultime pour les équipes sales et les équipes support. C'était ça au tout début Ringover. Pourquoi ces deux équipes-là et pas l'ensemble de l'entreprise? Parce qu'en fait, on avait déjà cette vision et on voyait arriver le truc de se dire « Ok, en fait, qui prend le téléphone dans l'entreprise aujourd'hui ?» Les équipes sales et support. Les autres, peut-être que tu as quelques développeurs qui vont prendre le téléphone, mais c'est assez anecdotique. Et en général, ces populations-là, elles vont plutôt migrer sur du Slack ou du Teams, des offres de UCaaS. Donc là, eux, c'est beaucoup d'internes et du. Exactement. Moi, j'appelle un peu du semi-interne avec des partenaires. D'ailleurs, on voit même maintenant les partenaires. Tu peux les inviter avec ton Slack Connect et puis en fait c'est largement suffisant. Quoi. Ouais. Et t'imagines pas le nombre d'entreprises qui ont encore des téléphones et où tu diales ton alias pour pouvoir dire salut, tu viens Hugo, on va boire un café en bas, etc. ou fumer une clope. Et tu sais que j'ai connu ça et ça que c'est fou, c'est que ça me paraît être le Moyen-Âge. C'est vrai que moi, j'ai eu un ordinateur avec un téléphone dans une boîte dans lequel j'appuyais sur je sais plus quel bouton et je pouvais appeler la nana de la compta ou mon PDG ou autre. Enfin, c'est vrai que c'est fou ça. Ça n'existe plus quoi. Il y a encore des boîtes qui sont comme ça. Moi, je te parle, c'était en 2010. C'était un gros pari à l'époque. Aujourd'hui, on se disait, OK, c'est complètement normal, comme la WebRTC, c'est normal, etc. À l'époque, c'était un gros pari parce qu'on se disait, OK, ça va remplacer Flash. Est-ce que c'est pas un énième projet de Google? Parce qu'à la base, c'était Google qui avait développé ça pour Chrome. Est-ce que les autres navigateurs vont suivre? Est-ce que Firefox va suivre? Est-ce que Safari va suivre? Est-ce que Internet Explorer va suivre? Gros pari. Et du coup, on est arrivé, on s'est dit, OK, bon, bah, on attaque là-dessus. 2020, c'était plutôt OK, vous avez un produit formidable, est-ce qu'il faut que ce soit intégré dans mon CRM, est-ce que vous pouvez me faire des connecteurs, etc. Donc là, au lieu de prendre cette partie, OK, on prend des intégrateurs qui vont venir faire des jours-hommes, etc., ce que je comprends tout à fait, mais ce n'est pas forcément la demande de nos clients, c'était plutôt que ce soit clé en main. Et dans ces cas-là, on a développé une centaine de connecteurs en interne pour pouvoir, en un clic, synchroniser avec du Salesforce, avec HubSpot, avec des outils comme Mojo, comme Gong et comme plein d'autres. Et pour la partie support, avec des support, Zendesk, évidemment, Zendesk, Jira, tous les outils que vous pouvez utiliser en un clic. C'est vraiment ça la force de Ringover. Mais c'est quoi en fait? C'est que les gens, en fait, c'est-à-dire ils ont leur casque qui est relié à l'ordinateur en Bluetooth ou en filaire. Et en fait, il n'y a même pas de téléphone ou quoi, on appelle via le cloud. Exactement. Via en fait une connexion sur ton ordinateur. Exactement. Donc le tout sécurisé, etc. On mise beaucoup ici sur le souverain parce qu'on a fait un des choix qui était de se dire ok, toute l'infra télécom, on l'avait déjà avant de créer Ringover. Parce qu'avant, on était une startup studio qui créait plein de produits, Monfax, etc. Et en fait, on avait l'infrastructure avec Orange qui permettait de l'avoir, de le faire directement. Donc on l'a fait sans forcément passer par un tiers. Génial, ça nous a ouvert avec la RGPD, etc., des portes immenses en disant « Ok, on mise sur le souverain pour toute l'Europe, c'est vraiment un argument de vente énorme. » Tout passe par le cloud et même maintenant, on a des offres. Orange est rentré justement au board de Ringover. Ça nous a permis d'acquérir des nouveaux services. Tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a toujours des téléphones physiques ou pas? Oui, tu peux encore avoir des applications iOS, Android. Par-dessus, tu peux avoir des cartes eSIM pour avoir un vrai forfait comme tu l'as sur ton forfait mobile Orange, Free, SFR. Et en fait, toutes tes conversations passent par le cloud de Ringover, sont traitées par de l'IA. Donc, tu as toutes tes notes qui sont automatiquement poussées dans ton CRM sans forcément que tu aies quoi que ce soit à faire. Donc, imagine, tu es commercial sur le terrain ou dans la voiture. Tu n'as pas que ça à faire de dire « Ah merde, qu'est-ce qu'il m'a dit déjà c'est hyper important. Ils m'ont dit un budget de 12K pour 200 licences, etc. » Non. En fait, c'est l'IA qui va te dire « Ok, tu as eu une discussion, il y a un potentiel prospect qui a un budget de 12K avec 200 licences. » Et ça révolutionne tout parce que tu n'as plus cette charge mentale de te dire « Ok, il faut que je note, ok, il faut que je m'arrête, ok. » Donc, on essaie de justement extraire le plus possible d'informations des conversations clients. C'est aussi pour ça qu'on a été visionnaire sur le truc. On s'est dit « Ok, tu vois, quand GPT est arrivé, énorme, révolution énorme sur Internet, génial. Même dans là, toute la société. C'était il y a à peine 3 ans. Ouais. J'ai l'impression que c'est là depuis toujours, mais... C'est fou. Vraiment, les premières utilisations vraiment en France assez mainstream, enfin, je veux dire, démocratisées. Je crois que c'était ça, c'était octobre-novembre 2022, quoi. 2022. C'est fou. C'était ChatGPT 3.5, ouais. Avant, il y avait des modèles d'Avinci et compagnie. Et en fait, en voyant arriver ça, on s'est dit, OK, il y a quelque chose qui va être extraordinaire sur l'IA générative. Pas de chance, nous, on fait de la voix, tu vois, de l'audio ou de la vidéo, parce qu'on fait aussi des meetings, etc. L'idée, c'est de se dire comment est-ce que tu transfères la donnée qui est audio ou vidéo, en tout cas real-time, vers du texte. Donc, on a tout de suite investi massivement dans des GPU. Aujourd'hui, chez Ringover, il y a des serveurs en divers data centers partout.
avec des GPU pour pouvoir se dire, OK, il faut que à la fois l'IA soit souveraine, c'est un très bon argument, mais surtout qu'on puisse transcrire l'ensemble des conversations de Ringover et des clients de Ringover pour que ainsi on puisse utiliser nativement l'IA générative par-dessus. Donc en fait, pour que l'information du coup soit synthétisée et centralisée dans les Ou dans le CRM pour ou les dans sujets les outils sales Zendesk ou et dans les compagnie. voilà dans les Zendesk ou t'as des Jira ou des trucs comme ça aussi, je Exactement, suppose, ouais, bien pour la sûr. partie support. Pour la partie ou quoi. support. Ça, tu parlais de connecteurs tout à l'heure, hein, pour ceux qui sont peut-être un peu moins initiés. En fait, c'est des bridges en API que vous Oui. avez en fait avec tous les outils possibles et Exactement, c'est inimaginables un one de click, gestion, quoi. l'admin vient, il synchronise, il n'a rien d'autre à faire, tout est automatiquement poussé dans le CRM, très peu de configuration, on a beaucoup travaillé sur l'UX, on aime beaucoup ça. Sans intégration externe, pas de coûts supplémentaires, tu cliques, ça marche. Ok, magnifique. Et du coup, on va refaire un petit bond en arrière. Donc, du coup, c'est toi qui crée la première brique du coup du produit. Ouais. Tu le montres à tes potes. Ouais, Ils disent, ouais, putain, c'est fou. exactement. Ils me disent, prends 2 mecs avec toi et fais un truc. Ok. Et là, ils disent, vas-y, franchement, on creuse. Ouais, Est-ce que je crois que vous êtes 3 ou 4, vous, non? on est 3, ouais. Vous êtes 3. Vas-y, est-ce que tu peux. Parce que moi, j'aime bien en fait qu'on raconte un peu la genèse, comment ça s'est passé, c'est quoi les premiers moments. Parce que c'est vrai que là, on vous voit énorme, machin et tout. Mais en fait, c'était quoi ces 3 poteaux là, qui étaient dans leur bureau Ouais. ou chez eux ou quoi, qui ont fait le truc, quoi? Ok, alors à la base ça s'appelait du coup BJT Partners, c'était Comment BJT Partners. Ah oui, C'est vous un avez nom bien pas fait de changer, très, ouais. pas très sexy, mais voilà, c'est toujours le nom de la maison mère. Ok. Et qui lançait plein de produits. On a été monfax.com, c'était nous, simpitel.com, téléfuté.com, standardfacile.com, en gros Vous plein avez de... tenté plein de trucs, quoi. On a tenté En plein mode de studio, trucs. quoi. Et c'était génial parce que c'était une époque où tu le lançais sur Internet, les gens venaient, ils mettaient leur CB, ils avaient leur outil. Nous, notre plaisir, c'était de faire des nouveaux produits, de lancer des sujets et de se dire, OK, on veut surtout pas avoir de support, donc optimisons à fond le produit pour qu'il y ait zéro friction. Basé là-dessus, on a même été jusqu'à faire d'ailleurs un réseau mobile à Mayotte. On était 8 et on a fait le 4e opérateur de Mayotte. On a vite revendu après, mais voilà, ça c'est né comme ça. Évidemment, en 2016, on a commencé à se dire, OK, ces différents produits qui nous faisaient vivre, parce qu'en fait, on le lançait et puis ça payait, et puis ça finançait un nouveau produit qu'on lançait, qui lui-même refinançait, etc. C'était assez cool. Ça va s'arrêter, c'est pas très long terme. Et là, on a eu ce truc de justement Ringover. Donc là, on s'est immédiatement dit, OK, il faut foncer, etc. Là, il y a un vrai truc qui il y a un peut vrai être gros, truc. quoi. Il y avait beaucoup de doutes au début. Parce que c'est beaucoup de paris. Franchement, tu arrives avec une techno de Google qui vient à peu près de nulle part et tu te dis, OK, est-ce qu'on parie dessus? Est-ce qu'il y a des choses à faire, etc. Franchement, je partage tout ce qu'ont fait mes concurrents et je pense qu'on a eu les mêmes doutes, etc. Jusqu'à même au doute de se dire, pourquoi les CRM, en fait, ne le font pas demain? Pourquoi on va pas se faire manger nous, la mini-brique, en gros, téléphonie cloud, pourquoi, en fait, les CRM ne le font pas et Pourquoi pourquoi ils ne mangent Salesforce pas? ne le ferait pas? Moi, Ouais. je sais que moi, j'ai toujours demandé pourquoi Salesforce n'avait pas lancé Gong, tu Ouais. vois. Ouais, mais il y a plein de trucs comme ça. Tu te dis, mais ils ont tellement une force de frappe énorme que pourquoi ils le font pas? Le focus, Du coup, hein. on s'est retrouvé avec le gros CRM et la toute petite brique téléphonie cloud. Et aujourd'hui, ça a complètement changé. C'est-à-dire que le rapport de force est plutôt un gros CCaaS, donc Contact Center as a Service, et un gros CRM. Et les briques marchent ensemble. Il n'y a pas, pour l'instant, eu trop de merge. Certains bougent déjà et font des acquisitions sur le sujet, mais en tout cas, il n'y a pas d'énormes gros merges et tout le monde vit justement dans cet écosystème tous ensemble, le tout interconnecté chacun avec les autres. Aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça. Et c'était un énorme pari parce que franchement, on se posait beaucoup de questions. Hein. Enfin, il n'y avait rien de sûr. Est-ce que, donc, du coup, parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes 3 ingés. Plutôt, ouais. On est 2 ingés et un qui est plutôt au marketing, qui était très très fort sur le marketing et qui savait justement appuyer, qui est Renault et qui est parti aux États-Unis. Ok. Ouais. Donc, c'est lui qui a. Par exemple, Finance, ma question, c'est que très vite, vous faites une V0, V1 de produit, vous dites, c'est génial, il faut qu'on aille le vendre. Ouais. Qui va le Mais vendre attends, et comment vous le vendez? non, c'est plus compliqué que ça. Ah ben vas-y, raconte. C'est en gros, on fait un produit génial, c'est un effet waouh instant. On ne sait pas faire du sales. Bah oui. On ne sait pas faire du marketing. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On teste. Et je me rappelle, j'avais eu des premières discussions avec Jean-Sam en se disant, mais Jean-Sam qui me dit un peu innocent, mais on va pas recruter un commercial qui va être payé plus cher qu'un ingé quand même. Bah si. Parce que c'est lui qui ramène le chiffre. Et c'est normal. Ah bon? Et du coup, tu vois, il y a eu toute cette transformation qui aujourd'hui paraît vraiment naïve, alors qu'en fait, à l'époque, c'était complètement transformant pour l'entreprise.
Et aujourd'hui, quand tu vois qu'on a 90 sales chez Ringover, Ouais. qu'on a 25 Le tiers. personnes au marketing, qu'on a un budget hyper conséquent sur ces sujets-là, qu'on est dans tous les events possibles de l'écosystème, voilà, ça a complètement changé ce mindset. Et aujourd'hui, on est assez content parce qu'on a fait une vraie évolution là-dessus. Nous qui étions à fond product only, en fait, on est arrivé à une vraie boîte qui grossit dans le monde du SaaS. Cet épisode de La Chapelle Radio est soutenu par mon nouveau partenaire, Canva. Tu vois, il y a deux types de créateurs. Il y a ceux qui disent « j'ai pas le temps, j'ai pas les outils, je suis pas un designer » et il y a ceux qui ont ouvert Canva. Canva, c'est un peu comme si tu mettais un DA, un studio, une équipe d'IA et un moodboard Pinterest juste dans ta poche. Tu veux faire un post Insta, une vidéo, un pitch client, un menu de resto ou une pub pour ta marque de tote bag, tu ouvres Canva, tu drag and drop et tu kiffes. Et avec leurs outils boostés à l'IA comme écriture magique ou création en bloc, même ton ordi a l'impression que t'as recruté. Et en bonus, tu peux bosser à plusieurs, en asynchrone, en temps réel. Fini les énormes boucles de mail, les 38 versions différentes ou les « Hey, tu peux me renvoyer le bon fichier ?» Tout est là. C'est pas juste un outil, c'est ton nouveau bras droit et il s'appelle Canva. C'est simple, beau, efficace et surtout c'est gratuit. Donc va sur canva.com, essaye toi aussi. Merci beaucoup à Canva de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'épisode. Ok, mais alors du coup, c'est quand même... raconte-moi, c'est quoi la brique 1 ? C'est quoi, comment vous allez chercher le premier client, le deuxième, le troisième ? Et une fois qu'on a Voilà, parlé de ça, aussi. comment à un moment donné, on appuie sur... parce qu'en fait, quand même, 2018, c'est il y a longtemps, mais c'est hier quand même. Ouais, c'est donc, comme hier. c'est qu'à un Et moment c'est donné, juste avant Covid. vous avez trouvé une technique que vous avez réussi à très vite faire passer à l'échelle, en fait. Quoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, alors on a beaucoup travaillé, franchement. Mais souvent, c'est pas suffisant. Non, c'est nécessaire, mais pas suffisant. C'est assez drôle, parce que tu vois, donc on a recruté ce premier sales, avec qui j'étais en meeting un peu comme un pre-sales, avant de mon produit, etc. avec lui. Lui, il était super sales, génial, et il a commencé à trouver les premières références, trouver les premiers clients, m'appeler à tout moment du jour et de la nuit en me disant « Ouais, je suis avec telle personne de telle boîte, etc. Génial ». Et en fait, on a ainsi inscrit des premiers clients qui sont venus. Je pense qu'il y avait aussi une envie de changement sur ce monde-là. Tu vois, c'était aussi l'époque un peu le tout début du Startup Nation, où en gros ça bougeait vraiment dans l'écosystème parisien des startups. Tout le monde était en demande de ça. L'idée, c'est de se dire, ok, je veux un outil qui me permet de travailler tout de suite, instantané. On est quand même des enfants de la livraison instantanée d'Amazon et compagnie, donc on veut tout de suite que ça marche et pas besoin d'avoir un déploiement pendant un an. Donc ces solutions-là marchaient très très bien pour nous. Et après Covid, franchement, là, ça a commencé à venir de partout parce que tout le monde avait besoin de se moderniser, en tout cas, sur ces usages-là, d'avoir des données qui remontaient dans les CRM, d'avoir Vous des avez aussi eu un pilotages. time to market qui était fou quand même. Ah, mais tout est question de chance aussi. Oui, travail et chance. Si tu veux deux mots, c'est travail et chance. Travail, chance et exécution. Ouais. Ok. Dès le début, donc vous montez le produit, donc vous êtes quand même des techs. Ouais. Tout de suite, vous avez l'air comme le produit est bon, que la période est bonne, etc. Vous signez quand même très vite des clients. Est-ce que du coup vous suivez, parce que c'est quand même une belle période pour ça, est-ce que tout de suite vous dites vas-y, on accélère, on va lever des fonds et on va recruter 1 million de sales et de tech pour... alors il y avait une énorme grossir. traction. On s'est dit il y a quelque chose à faire. Soit on reste un peu dans notre coin et on n'investit pas et ça fera sûrement mon pchit. Soit on se dit ok, on y croit. On investit massivement et pour ça, levons des fonds. On a Expedition, un fonds anglais qui est venu, spécialisé justement dans le bootstrap, parce que jusqu'ici, la startup studio qu'on était forcément 100% autofinancée. Toutes ces années-là étaient autofinancées. Donc en gros, le profil de la boîte les a beaucoup intéressés. Ils nous ont dit, alors attention les gars, par contre, surtout, restez pas franco-français. Directement, allez au UK, allez en Espagne. Tu vois, allez sur les marchés qui sont pas loin. Vous pouvez tout faire de France, vous allez trouver, vous allez craquer le truc et ça va marcher. Ne restez pas franco-français, sinon quelqu'un viendra, vous achètera et sera fini. Donc du coup, on a suivi le conseil, on a pris une première country manager en Espagne, un premier country manager à Londres. On a ouvert ces marchés-là et là, ça a commencé à bien donner. On a pu recruter des sales, du marketing, beaucoup de tech, pouvoir se dire, ok, la demande, elle est énorme. Et quand je dis la demande, c'est vraiment que pendant toutes ces années-là, on a construit un produit.
Et le produit, il sort pas de ma tête ou de la tête de super chef de projet ou autre. C'est plutôt de se dire, OK, comment tu absorbes les feedbacks de tes clients, comment tu y réponds rapidement, comment tu exécutes pour qu'ils soient satisfaits, que tu aies le moins de bugs possible, parce qu'on sait qu'on fait du SaaS, du logiciel, il y a forcément des bugs. Voilà, comment est-ce qu'on sert le mieux possible ses clients? Ok, et même pour revenir sur la partie, vous avez très vite levé des fonds. C'est quoi, Ouais. avant ou après Covid? 2020, on a levé avec Expedition, et après Ok, donc au 2023... bout de même pas 2 ans, quoi. Ouais. Donc la première, c'est quoi, c'était un seed, une série A déjà C'était direct? série A déjà. Vous avez C'était pas forte eu besoin de seed. croissance, trop bien, on avance. Combien déjà série A? Je crois qu'ils sont rentrés, on était à... je sais plus, on avait dû dépasser le... Je dis des bêtises, on avait dû peut-être 2 millions d'erreurs, tu vois, à l'époque. Vous étiez déjà à 2M, ouais, donc c'est quand même Ouais. beaucoup, quoi. Enfin, Ça grossissait bien. Attention, ce chiffre-là, il est pas forcément sûr, mais ouais, ils ont mis premier 10 millions et go, quoi. Ok, ouais, donc en fait là, vous avez quand même du coup le budget pour Ouais. aller super fort. Donc là, directement international. Ouais. Et tu vois, parce que je discutais pas plus tard que hier avec quelqu'un, non, tout à l'heure, avec quelqu'un qui me parlait de l'internationalisation. Et il y avait un peu deux écoles, tu vois, sur la partie country manager. C'est est-ce que du coup, pour lancer un pays, il faut aller dans le pays ou est-ce qu'aujourd'hui, on peut lancer des pays de chez nous? Franchement, ça dépend. Il n'y a pas de bonne réponse parce que Dans votre expérience, c'est que vous les avez envoyés là-bas, quoi. Alors, on a essayé un peu les deux. Ok. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, le UK, ça ne marchait pas depuis la France. On a dû ouvrir un bureau là-bas, prendre quelqu'un qui était vraiment local, etc. À Londres, on a une équipe super à Londres. Espagne, les deux. En fait, country manager, typiquement en France. D'ailleurs, elle n'est même pas espagnole, elle est colombienne. Ok. Et là, depuis récemment, elle est partie à Barcelone pour être avec ses équipes dans les bureaux de Barcelone. Mais à la base, elle a ouvert tout de France. Ok. Donc ça, vous lancez pas- Espagne et Angleterre. D'ailleurs, tu me disais que les États-Unis, c'est votre deuxième pays. Alors, c'est Quel pas, moment c'est pas le deuxième pays. Non, j'ai c'est dit une connerie. le quatrième pays. Ah oui, alors justement, j'étais juste après, bah, j'étais du coup- allé assez halluciné parce que moi, je pensais que c'était un gros pays Non. pour vous, du coup. Ouais. Pas tant que ça. On a démarré tard, on a fait plusieurs reboots. Au début, on a essayé, on a pris un premier sales américain qui était à Paris et on s'est dit, OK, vas-y, commence à répondre aux leads qui viennent des États-Unis. On voit un peu comment ça prend, on s'adapte, on fait un product market fit pour être vraiment prêt pour ça. Ça n'a pas marché. Ok. Et ça a marché, on a recruté une équipe sur place avec une country manager sur place. Ça n'a pas marché. Il y avait un truc qui ne marchait pas. Et là, aujourd'hui, Renaud, donc un des 3 cofondateurs, est parti à Atlanta. Il est dans le bureau d'Atlanta avec nos sales, nos supports américains. Et là, ça commence. Là, on commence à justement avoir des prémices de ce qui arrive sur la partie marché US. On a dépassé les 2 millions d'RR aux US, gros gap. Et maintenant, on continue la croissance. Et c'est là, du coup, que ton associé qui était CEO est parti sur place pour... on appelle ça toujours du go-to-market. C'est pour avoir, tu vois, il faut l'ADN Ringover, la culture Ringover. Nous, on aime bien faire beaucoup de choses nous-mêmes. On est des doueurs, tu vois, sûrement par cet ADN un peu qui vient du produit. Donc, il fallait quelqu'un de la direction, ou en tout cas des fondateurs qui étaient là-bas pour insuffler ça, pour avoir ce relais avec la France. Atlanta, pourquoi on a pris Atlanta? Parce que c'est à 6 heures de décalage de Paris en termes de time zone. Du coup, c'était de se dire, si on part directement côte ouest, franchement, en fait, il n'y a aucun lien entre les équipes européennes et la côte ouest. Donc là, plutôt de se dire, OK, de façon pragmatique, New York, franchement, il y a beaucoup de turnover, c'est très très cher en termes d'immobilier, salaire et concurrence. Voilà, Atlanta, ça reste plus accessible. Il y a un hub directement en termes d'aéroport, c'est très simple d'y aller. Et donc là, ça a commencé à vraiment aller. Ouais. Ok, bon, là, on passe un peu vite sur les étapes. Ouais. Si on revient du coup sur la France, moi, en fait, souvent, ce qui m'intéresse, c'est comment on construit du coup une culture d'entreprise, comment on la fait évoluer et surtout comment on s'en sort, surtout dans votre cas, où ça va très vite. Parce que si vous lancez en 2018 et qu'en 2020, vous êtes déjà à 2 millions, je suppose que quand vous faites cette levée de fonds, cette série A, si vous faites 2 millions pour niveau tech, niveau support, niveau sales, niveau... vous deviez déjà être beaucoup là, non? Je pense que j'ai bugué sur ton chiffre de 2 millions, on était à beaucoup plus. Mais ouais, ça allait très très vite. C'est franchement le bazar dans tous les services. Tu vois. En fait, tu as l'impression d'être pompier sur tous les sujets. Donc non, c'est très 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 compliqué de scaler. Nous, la DRH de Ringover aime bien dire dans une scale-up comme Ringover, ça grossit tellement rapidement que tu as l'impression qu'une année chez Ringover, c'est 3 ans dans une autre boîte, tu vois.
Et d'ailleurs, j'ai certains salariés qui me disent putain, ça fait que 3 ans que je suis là, alors que j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Ouais. Donc ils Parce sont que vraiment c'est un hyper beau chaos, attachés, quoi. ils sont intenses, ça s'arrête jamais. On se dit ok, le client a besoin, on répond, on est tout le temps sur le feu. Il y a des changements qui sont effectués tout le temps. En termes d'opération et de logiciel, de tooling, c'est le bazar, mais je pense comme partout. Je pense que personne n'a réussi à trouver vraiment le truc qui change la donne. On a un outil, nous. Bon, pour la téléphonie, c'est simple. Pour toute la partie business, on utilise Ringover. Mais par contre, la partie CRM, tu vois, on a galéré longtemps. On a fait le choix de se dire, OK, on migre sur Salesforce. Donc, on passe de Pipedrive à Salesforce pour la croissance, tu vois. D'ailleurs, les vendeurs de Salesforce étaient très forts en nous disant, demain, tout le monde sera équipé de Ringover et de Salesforce. Bon, allez, OK. Super argument. On passe sur Salesforce. On n'a pas forcément investi ce qu'il fallait pour se dire, OK, on veut le truc nickel. S'il y a un conseil, c'est prenez un intégrateur qui vous fasse ça très, très bien. Sinon, vous le payez après. Donc là, c'est de se dire, OK, comment est-ce que tu arrives à, tu vois, Zendesk pour les tickets, comment est-ce que tu arrives à te faire une stack qui marche vraiment bien, HubSpot pour le marketing, tu vois, Odoo pour certains projets transverses. Donc franchement... Donc, en interne, vous avez HubSpot pour l'équipe market et Ouais. Salesforce pour l'équipe sales. c'est un autre sujet, si tu veux qu'on en parle. Alors, je veux bien qu'on fasse 1 minute ou deux là-dessus, parce que du coup, ça m'intéresse comment en interne, vous êtes sur 2 CRM différents. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait, c'est quoi c'est parce que vous avez un CRM du coup plutôt pour la partie partenaire. Alors, plutôt, non, tu vas voir. Même pas. En gros, au début, on s'est dit, la vision, elle est simple. On veut un outil qui fasse tout. C'est-à-dire de la partie campagne marketing jusqu'à la partie customer base, jusqu'à même les tickets, etc. Donc génial, on prend Salesforce, Pardot avec les campagnes marketing, Salesforce avec justement la partie CRM très très forte au milieu, les tickets même gérés dans Salesforce, etc. Ça marchait pas comme on voulait. On n'arrivait pas à s'en sortir. Ça n'enlève rien au logiciel qui est très très bien, mais nous, on n'arrivait pas à le configurer tel qu'on le voulait. Et je pense qu'on n'a pas réussi à s'entourer correctement des gens qui savaient le faire à l'époque. Du coup, on s'est dit, faisons pragmatique. Si on abandonne la brique campagne marketing de Salesforce, on passe sur les meilleurs du marché en termes de marketing automation. HubSpot. Génial. C'est vrai qu'HubSpot, ils sont meilleurs là-dessus. Ouais. Pour la partie justement ticketing, on s'est dit franchement ça nous va pas. On a essayé Jira qui allait très bien au dev mais qui allait pas forcément au customer service. Et donc ensuite Zendesk pour le customer service, on est très content, ça marche très bien. Même maintenant on a même Planade pour la partie CSM. Donc en fait tu te retrouves avec d'autres problèmes, c'est-à-dire que chacun, un peu à l'américaine, ces Américains ils aiment bien choisir le top SaaS ou le top logiciel pour un besoin bien précis. Alors qu'en Europe, on est plutôt en train de se dire, nous, on préfère rationaliser, avoir un outil, une seule facture, c'est plus simple pour tout le monde, plus simple pour le training, etc. D'avoir du tout en un, en fait. Ouais. Alors que moi, pareil, tu vois, j'étais un peu comme ça, et j'en reviens. Parce qu'en fait, j'aime bien quand même avoir les A-players dans chaque truc. Ouais. Et en fait, maintenant, comme tout est tellement bridgeable, franchement, t'arrives à t'en sortir, en fait, quoi. Tu vois. Ouais. Bon, bref, excuse-moi, vas-y, je te Mais tu vois, le bridge, nous, c'est un des problèmes parce qu'on a un outil interne en plus pour gérer la base et tout. Donc, interconnecter un peu tout ça, que tu aies la bonne donnée, qu'elle soit fiable, etc., avec les bonnes équipes data qui te sortent tes stats et tout, franchement, c'est compliqué. Mais du coup, c'est quand même le choix que vous avez fait. Oui, c'est le choix qu'on a fait. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ok, ouais, je comprends. En plus, du coup, comment vous... Alors là, je pense que ça serait trop technique, là, on perdrait beaucoup trop de gens, mais genre, comment vous arrivez à bridger Salesforce et HubSpot, du coup ? On repasse par une brique interne. En fait, on a des workers qui vont dumper. Donc, la partie marketing HubSpot, c'est vraiment avec la question prospect. Dès que le prospect est transformé, on le pousse dans Salesforce pour qu'il soit transformé. Et ainsi, on a le customer qui est créé. Et ensuite, en plus, c'est bridgé avec un outil interne et bridgé aussi avec Zendesk pour la création automatique des champs. Donc, HubSpot, c'est vraiment que pour la partie marketing, prospection et market, quoi. Ok, enfin, les deux ensemble. Ok, intéressant. Donc, bon, ça, c'est l'un des trucs à pallier quand tu fais de la surcroissance. Ouais, c'est compliqué. Du coup, c'est la partie... Parce qu'en plus, tu es obligé de recruter vite. Donc, tu as des gens qui sont experts de tel ou tel outil. Donc, du coup, tu te dis, si on veut aller vite, il vaut mieux qu'on prenne son outil, on gagnera du temps. Et puis, au moins, s'il est expert dessus, génial, on trace. Ouais. Ce n'est pas aussi simple. All right. Et sur la partie, donc vraiment plutôt recrutement. Ouais. Parce qu'en fait, limite, c'est ça, le truc le plus compliqué. Déjà que c'est le truc le plus compliqué du monde. Mais quand on passe de 0 à 300 en 5 piges, comment ça se passe ? Alors forcément, vous avez dû faire 1 million de conneries, mais comment, du coup, on essaie de minimiser ça et comment vous êtes peut-être entouré ? Est-ce que vous, vous étiez des ingés
vous étiez des bons mecs, des bons développeurs, des bons mecs du produit. Ouais. Apparemment, vous avez quand même prouvé que vous étiez aussi des bons exécutants, bons marketeurs, etc. Et après, pareil, le recrutement et le management, c'est encore des autres briques, quoi. Évidemment. Pareil, il n'y a pas de réponse miracle, hein, malheureusement. On a galéré, on a fait des erreurs, on a fait des très bons choix. Il y a des gens qui sont... depuis le début, il y a un noyau dur aussi chez Ringover qui reste et qui assure la pérennité aussi des différents choix. Tu vois. On parlait des intégrateurs tout à l'heure. Les intégrations de Ringover codées en interne, etc., c'est toujours la même personne qui est dessus, qui tient la route et qui est fidèle à l'entreprise, au projet, à la vision qu'on a. Je pense qu'il faut arriver à... C'est une balance où tu arrives à fidéliser les différentes personnes qui sont expertes dans leur domaine, pas se tromper, arriver à monter en compétence en même temps les gens, se dire ok, tu vois, on a 100 techs aujourd'hui en tout. Putain. Tous en France ? Quasiment tous en France, ouais. Et T'as une vous êtes petite où, vous ? équipe À Montrouge, tu m'as à dit ? Montrouge, ouais. Une petite équipe en Inde aussi, en plus de ça, pour justement développer rapidement des POC, des choses comme ça. Mais c'est compliqué parce que les gens qui sont experts ne sont pas forcément les bons managers. Il faut arriver à les accompagner parce qu'en même temps, il y a la légitimité aussi qui est faite. Par exemple, en tech, c'est le leadership qui prime. Les gens te suivent parce que tu es le meilleur, tu vois. Et c'est différent. En sales, c'est aussi le cas parce que tu es sur le terrain, parce que tu es le meilleur, etc. Mais je pense que, tu vois, passer team leader, c'est faisable. Passer réellement manager, ça te demande des compétences en plus qui s'acquièrent, bien sûr, mais que tout le monde ne veut pas forcément faire aussi. Tu as des gens, tu les vois, ils veulent évoluer, mais pas forcément dans la filière du management, plutôt dans la filière de l'expertise. Arriver à placer les bonnes personnes aux bons endroits sans trop faire de friction, essayer d'exploiter le meilleur de chacun aussi, le max du potentiel. On a des talent reviews, c'est intéressant aussi comme process. Ça permet au côté RH de pouvoir jauger le potentiel de chacun et Comment savoir... vous faites ça, du coup ? En fait, tu as une matrice 3 par 3 qui te permet justement de plus tu es haut, plus tu as un fort potentiel et plus tu es à droite, plus tu es excellent dans ce que tu fais. Donc en gros, ça te donne une matrice avec une espèce de mini-scoring. Ça permet justement d'identifier qui n'est pas forcément au niveau attendu et qui surperforme et qui doit être absolument backupé parce que si cette personne n'est plus là, t'es dans la merde. Ouais, ok, je comprends. Et ça, c'est en fait, vous leur faites passer quoi ? C'est des tests qui sont Non, qui passent, c'est plutôt... c'est assez déclaratif et challengé par la DRH. L'idée, c'est de se dire chaque manager va devoir avoir un regard critique sur son équipe. Chacun de ces acteurs, basé sur évidemment des KPI, des objectifs, atteints ou non atteints de l'année. Et c'est un moment aussi de prise de hauteur pour les managers, de se dire, OK, qui est-ce que je dois accompagner ? Qui est-ce qui est une star intersidérale, etc. Et du coup, il y a le truc inverse avec les teammates qui notent leur manager ou pas ? Alors, on a fait une fois C'est pas ça. Netflix qui fait ça ? Je sais pas On si a t'avais fait- lu le bouquin, mais... Ouais. On a fait ça une fois lors d'un audit. Ok. Avant une levée de fonds, on a fait un audit de se dire ok, que pensez-vous de votre manager ? C'était intéressant, on n'avait jamais fait ça. Et en effet, ça donnait des résultats qui étaient très intéressants. Dans le bon sens du terme ou Moi, j'étais très satisfait. Ok. Toi, parce que toi, Personnellement. Bon, peut-être... C'était anonyme ou pas ? Oui, c'était complètement anonyme. Ok. Bah, donc ça va. Du Ouais. coup, c'est plutôt fiable. Vous, c'est quoi la culture chez Ringover ? Je suppose que c'est impossible de passer à 300 sans avoir fait à un moment donné un gros travail interne ou avec consultant ou avec Ouais. agence ou quoi qu'est-ce sur ta culture et de mettre des mots en fait sur ce qu'elle est et donc du coup et après de mettre des actes sur ces mots. Ouais. Comment vous avez fait vous chez Ringover ? Ça a été très compliqué, franchement, parce que je pense que à 3, là, les 3 fondateurs, on se challenge vraiment beaucoup avec des points de vue qui sont vraiment très différents. Et du coup, des fois, de prendre une décision, c'était pas forcément simple. On s'est mis d'accord sur, ok, il y a certaines choses qui reviennent tout le temps. On est une équipe de doueurs. On aime faire les choses. C'est pour ça qu'on passe énormément de temps à se dire, ok, nous, on veut que ce soit souverain, on veut que ce soit dans nos infras, on veut que... En fait, tout ça, c'est un peu le chemin qui est compliqué. Tu vois, tu pourrais très bien te dire, ok, je prends un AWS, j'installe tout dessus, ça marche demain, etc. Tout mon respect à tous ceux qui font ça. Mais on a choisi plutôt la hard way en se disant, ok, les infras, on va les gérer nous-mêmes dans les data centers, avec nos serveurs, etc., les maintenir, etc., gérer la stack réseau, etc., pour avoir vraiment le minimum de latence, pour être sûr que quand tu fais tourner ton infra real-time, elle est dédiée à ça.
On veut pas avoir, tu vois, à l'époque, on disait le Bitcoin qui tourne sur les AWS, sur les EC2 à côté. On veut pas que quelqu'un utilise le CPU, ce qui ferait des lags dans toute cette partie-là. Donc c'est très tech, mais en fait, doer, ça veut dire que la chief of sales est sur le terrain, ça veut dire que le chief marketing, il est aussi avec ses équipes, très proche du terrain, très simple. On n'essaie pas de prendre trop de hauteur, on essaie vraiment de rester avec nos équipes de façon le plus pertinente possible. Donc ce truc doer, il est un peu mainstream aujourd'hui, mais je pense que c'est très important. On aime beaucoup, tu vois, l'ancienne, c'est un peu connoté maintenant, mais l'ancien slogan, disons, de l'entreprise d'avant, c'était faire beaucoup avec peu. Donc c'est un peu... Ouais, c'est pas vraiment doer, c'est encore un autre truc. C'est complètement désuet, mais c'est de se dire, OK, il y a des choses que tu peux faire sans forcément investir massivement dedans, tu vois, et des choses que tu peux faire de façon très pragmatique. Pragmatique revient beaucoup chez Ringover. Il y a des choix qui sont faisables. Des fois, tu peux builder aussi en interne, ça marche. Bien sûr qu'il faut étudier toutes les possibilités, mais on a ce truc-là vraiment pragmatique, doer, on aime faire les choses nous-mêmes. Vous avez d'autres mots qui reviennent ou pas? Ouais, on aime beaucoup l'extra mile. Ah, vas-y, alors c'est quoi ça? Extra mile, c'est surdélivré. Exactement. En fait, c'est de faire le petit truc qui change la donne, tu vois. Tu as dû voir souvent sur les réseaux sociaux passer le truc de se dire si tu faisais toujours 1% de plus tous les mois, à la fin de l'année, en fait, tu es hyper gagnant parce que tu as démultiplié tes compétences. Et ça marche avec tout. Ça marche avec... tu as un client qui t'envoie un mail à 18h01. En fait, réponds-lui juste, je regarde à la première heure demain et en fait, le client est content. Versus, bah non, j'ai fini ma journée, je rentre. On croit vraiment à ce truc parce que l'extra mile, c'est ce qui fait qu'on est encore meilleurs tous ensemble. Juste en faisant un tout petit peu en plus, tu arrives à faire de grandes choses en plus. Bah, clairement, ça, franchement, le truc de surdélivrer, en fait, c'est tellement la clé. Bah, surtout vous qui êtes dans un métier de B2B, de récurrence, où c'est tellement dur d'aller chercher les clients, le signer, le closer. Il y a une customer journey qui est énorme. Bah, franchement, une fois qu'il est là, surdeliver et du coup, tu le gardes, quoi, parce que c'est ça, en fait, la vie, quoi. Et puis, tu vois, on n'est pas à regarder les horaires. Quelqu'un qui va me dire, OK, il y a un bug qui est vraiment bloquant pour les clients, il y a beaucoup de tickets qui s'amassent et tout. OK, j'espère en tout cas que le dev en question va se dire, OK, je prends le truc, je finis un peu plus tard, je viendrai plus tard demain au bureau et ça pose rien à personne. Mais au moins, le truc, il est patché en temps réel et voilà, c'est fini, les clients sont contents, etc. C'est vraiment ce truc qu'on essaie de pousser dans l'entreprise, le dépassement de soi, de se dire, OK, tu vois, on va faire la course des Lumières tous ensemble samedi, là. Ça, c'est cool, ça, c'est quoi? En gros, tu cours 10 km dans Paris la nuit. Trop bien. Donc on fait ça tous ensemble, tu as un espèce de panneau réfléchissant, c'est hyper sympa. On en profite pour faire un mini team building avec tout le monde. Et genre là, vous êtes les 300, vous allez courir? Non, pas 300, on est 45 je crois, ce qui est quand même un bon score. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et alors tout ça là, donc ça c'est les mots là que tu as. Et comment vous l'avez matérialisé? Alors, plus que de foutre ça sur des tableaux et le foutre au mur, comment en fait après ces mots passent par des actes, par des rituels, par des coutumes, des traditions, tu peux utiliser les mots que tu veux dans la boîte pour que ces valeurs soient véhiculées et soient incorporées par toutes les équipes en place et tous les nouveaux qui arrivent? C'est une bonne question. Je pense que tu vois, l'avantage avec justement ce fait d'extra mile, c'est qu'on est tous dedans. Moi le premier. Tu vois, mes équipes, je suis très heureux d'aller avec eux sur le terrain, de faire des débriefs de MBR, de Monthly Business Review, de se dire, OK, qu'est-ce qui a marché ce mois-ci, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je suis très heureux d'aller avec eux s'il y a un problème avec un prospect, une question, un développement à faire, etc. Génial. Et je pense que c'est aussi dans la culture globale de se dire, putain, je peux donner tellement mieux parce qu'on croit tellement au projet, on croit à cette vision. C'est un peu des mots, un peu, tu vois, on les voit un peu partout, mais quand tu vis ça, en fait, c'est complètement normal de se dire, OK, je peux donner un peu plus, qu'est-ce que ça me coûte? Et ça sert tellement le bien commun, en tout cas, de ces 300 salariés. Cette partie doer, tu vois, il y a des fois où on essaie de challenger aussi, au niveau du codir, mais aussi des managers, de se dire, est-ce qu'on a bien exploré toutes les possibilités? Est-ce qu'on ne peut pas faire les choses autrement? Est-ce qu'on peut pas avoir une troisième voie? Et ça, je trouve que Jean-Sam, un des fondateurs, est très bon aussi là-dessus. Il aime bien tirer le truc en se disant, OK, prenons beaucoup de hauteur et si on faisait complètement par l'absurde même, tu vois, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen de faire autrement, par nous-mêmes, sans forcément
trouver des externes sans forcément recruter, sans forcément, etc. Et ça, c'est une remise en question permanente. Tu vois, on a un métier, parfois, on parlait un peu d'IA tout à l'heure, de se dire, OK, l'IA t'évite toutes tes tâches chronophages, mais dans tes processus internes aussi, c'est nécessaire d'implémenter ça. On fait des portabilités, donc portabilité d'un numéro de téléphone, par exemple de chez Orange jusqu'à Ringover. Génial, c'est un process qui est fait, etc. Aujourd'hui, ce sont des gens qui se disent, OK, votre portabilité, elle est prévue pour dans 8 jours, à telle date, je vous reconfirmerai par mail, etc. Pareil, on s'est dit, OK, il y a un moment, on fait 200 portabilités par mois pour la France, automatisons-le. OK, on prend un tech dans un coin, on dit, OK, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous faire ce projet-là? C'est ultra prioritaire pour l'entreprise. Et ce sprint-là, on va s'occuper d'améliorer ces process pour que ce soit plus fluide et qu'on puisse ainsi scaler des gens et que tu vois, on ait peut-être plus d'expertise sur la partie internationale plutôt que juste la portabilité de la France. C'est des sujets, en fait, il y en a partout, franchement. Et je pense que ça se ressent. Je pense que ça se ressent dans Ringover et dans les décisions qui sont prises d'essayer d'améliorer. Certains se diraient, OK, vous êtes peut-être des acharnés, ce qui est probablement mon cas. Mais en tout cas, c'est de se dire, OK, on peut critiquer sans forcément que ce soit mal et se dire, il y a peut-être une autre voie possible pour améliorer la chose de façon profonde sans forcément recruter, acheter des logiciels ou autre. Tu vois. J'allais te poser une question, mais en fait, tu as commencé un peu à y répondre là, dans ta réponse en disant que tu étais un acharné. Oui. J'allais te demander, en fait, quand on monte une boîte comme ça, aussi haut, aussi vite, aujourd'hui, est-ce qu'on se dit, vas-y, ça va être la boîte de ma vie, ou je me vois encore 10 ans, ou est-ce que, non, tu as plutôt une vision toujours un peu en mode sprint, où toi, tu ne vois que un peu l'année là, qui arrive. Comment tu te vois? Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en parlais même tout à l'heure avec quelqu'un dans un autre podcast, aujourd'hui, c'est rare les gens qui ont 2 énormes succès dans leur vie, alors en 3 encore moins, voilà, à part des Elon Musk ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, quand on a un gros succès comme ça, est-ce qu'on se dit, bah vas-y, en vrai, c'était ça c'est mon truc, c'est la boîte de ma life. Est-ce qu'on, du coup, on s'acharne et on veut l'amener le plus haut possible jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, en fait, jusqu'à ce que peut-être on arrive à son propre plafond de compétences. C'est quoi ta vision là-dessus? Sans parler même pour tes associés, toi, en tant que Ludovic CEO de Ringover. Alors, Ludovic CEO, moi, je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais. Bien sûr qu'on est la tête dans le guidon, qu'on voit la fin du quarter, qu'on voit qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, etc. Mais en fait, j'ai envie de te dire, tant qu'on est bon dans ce qu'on fait et tant qu'on aime, parce que je trouve que moi, j'adore ce que je fais et du coup, j'espère que je suis bon à ça. Tant que je suis le meilleur pour faire ça, je reste. Il y a un jour où je laisserai la main et ce sera très bien, et ce sera d'autres ambitions et génial. Et peut-être que tu vois, je repartirai au produit ou peut-être que je partirai de la boîte. En fait, tout est possible. Là, franchement, en fait, tu prends tellement de plaisir, franchement. Parce que ça a l'air intense quand même. Parce que là, alors, sans parler d'équilibre pro-perso et tout, ça, c'est un peu des concepts qui m'ennuient un peu. En fait, à un moment donné, quand on est entrepreneur, qu'on est ambitieux, dans tous les cas, en fait, il n'y a même pas de question à poser. Il y a des équilibres. La seule question, c'est pas d'essayer de le rééquilibrer. Non. C'est juste de l'accepter et de vivre avec, quoi. Franchement, bon, moi, j'ai la chance en plus, c'est que ma femme est avocate et elle travaille plus que moi. Ok. Vous avez des enfants ou pas? Non. Ok. Déjà, ça aide. Ça aide, ouais, mais non. Pourtant, j'ai été commit toujours, tu vois, sur Ringover. En fait, c'était tellement passionnant du début à te dire, je crée un truc qui n'existe pas. Ouais. Il n'y avait pas de concurrent, il y avait pas. Tu crées un truc et. Il n'y avait pas Arcol déjà en 2018? Non. Ils sont arrivés après? Ouais, courant 2018, en gros, ils sont arrivés. Et donc, imagine, tu crées le truc. Et... En fait, les premiers feedbacks clients, t'étais là, ok, tu crées un truc qui n'existe nulle part. Aujourd'hui, il y en a plein, ok, fine, mais à l'époque, non. Parce que parfois, quand ça n'existe pas, c'est peut-être que c'est une mauvaise idée. Ah, mais oui. Ce qui était sexy, c'est que. On ne savait pas, c'était juste des demandes clients. Du coup, c'était effectivement une bonne idée, quoi. Franchement, tu vois, et après, c'est de la partie chance, mais on écoutait les clients voulaient ça, bon, bah, on développe. Au début, c'était très binaire. Hein. Le client, il veut ça, donc on fait. Le client, il veut ça, et on fait. Et d'ailleurs, ça impose un truc intéressant d'en parler, ça. La philosophie du produit. Chez Ringover, on s'est toujours dit, OK, s'il y a une demande client, si elle est pertinente pour tout le parc, c'est hyper intéressant de le faire et il faut le faire. Il faut le faire. Par contre, si tu as une demande, évidemment, d'un client tout seul dans son coin qui te demande un truc qui n'est pas du tout dans ta vision produit et tout, il ne faut pas le faire. Ou en tout cas, déprioriser fortement. Dès que tu as... En fait, cette stratégie a bien marché parce que toutes les demandes clients qui correspondaient à un besoin global du parc, on le faisait et on s'acharnait et on développait et on se posait même pas de questions. C'était sûr que c'était no-brainer, il fallait y aller, tu vois.
Donc, on a fait ça jour et nuit, franchement, jour et nuit, jusqu'à faire des migrations toute la nuit avec les équipes. Et aujourd'hui, limite, tu vois, CEO de l'entreprise, c'est peut-être moins chronophage qu'avant sur la partie tech. C'est complètement différent, bien sûr. C'est beaucoup plus généraliste, sans gros mots. C'était le général de l'entreprise. Donc, tu fais plus de support, plus de customer success, plus de sales, un peu de tech et beaucoup de marketing. Génial. Tu es dans tout, partout. C'est intense. Mais tant que c'est plaisant et que tu ne vois pas le temps passer, je pense que ça marche. Ouais. Moi, je m'intéresse beaucoup à la productivité, à l'organisation. C'est un peu mon hobby. En plus, c'est marrant, depuis 2018, justement, depuis que vous avez créé, vous, Ringover. Est-ce que toi, tu as une semaine type en tant que CEO d'une boîte de 300 personnes à 40 millions d'ARR? Je suppose que, tu vas sûrement me dire le contraire, mais normalement, il devrait y avoir peu d'opérationnel, beaucoup de stratégique, de management, de représentation, de plein de choses, quoi. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu as une semaine type? Et si oui, comment elle ressemble à quoi? Et c'est quoi un peu peut-être les bons conseils que tu peux donner et qui peuvent même être applicables pour des gens qui n'ont pas d'aussi grosses équipes, quoi? Franchement, il n'y a pas de semaine type. Il y a comme des routines, des choses qui se répètent. Il y a des routines, évidemment, des one-to-one avec chacun des membres du CODIR, etc. Plutôt lundi, plutôt mardi Non, plutôt mardi, mercredi. Le lundi est très très chargé. J'aime bien demander ça, parce que pareil, moi, j'étais très lundi avant, et de plus en plus maintenant, je les fous le mardi, parce que du coup, le lundi, c'est plus des one-to-one avec moi-même, en fait. Ouais. J'ai mes sujets, des sujets que j'ai à voir tout seul. Tu fais un focus le lundi matin, et en général, après, tu as toutes les réunions, tu as réunion 16, réunion tech, donc je ne vais pas à toutes. Toi, j'en ai 4-5. J'ai 4-5 en fait au rendez-vous avec moi-même le lundi matin. Et en fait, ça me ferait chier d'entamer le lundi matin à. Non, tu peux pas. Alors, c'est quoi les sujets de la semaine et c'est quoi non. Là, ça, du coup, maintenant, je les ai décalés au mardi matin du coup, avec les équipes. Mardi, mercredi matin. Mardi, mercredi, ok. Donc là, c'est avec tout ton mid-management. Oui. T'en as combien, toi c'est le CODIR, d'ailleurs. C'est le CODIR et après, tu as du mid-management. Oui, pardon, le CODIR, oui, excuse. Grosse équipe. Et toi, t'en as combien en direct, du coup? Je vais en avoir 6. Ça va. Oui, ça va. Moins de 7 toujours. Il faut pas... Ouais. Je crois que c'est ça. Oui, on le dit souvent dans les bouquins que le 7, c'est maximum, quoi. Ouais. Et donc 6, c'est bon, ça va. Mais c'est quand même beaucoup. Et encore, j'en ai quelques-uns qui sont aussi avec moi des VP sur certains sujets, dont le produit, d'ailleurs. J'ai pas un CPO aujourd'hui, j'ai un VP sur le produit. Non, je n'ai pas de mal à lâcher. Ouais. C'est d'ailleurs lui qui m'a dit, franchement, c'est toi le mec du produit. Tu vois, moi, j'adore travailler avec toi, mais c'est toi le mec du produit. Un jour, ce sera sûrement lui et on verra. Et donc, du coup, voilà. Donc, pardon. Lundi avec toi-même, mardi, mercredi le matin, one-to-one. Et sinon, il n'y a pas de journée type parce que franchement, ça n'arrête jamais. Tu vas dans tel podcast, tu vas dans tel event client, tu vas sur Odoo Experience, tu vas voir HubSpot, tu vas voir les partenaires, tu vas voir les différents CRM. Tu interviens sur les tables rondes. Tu es encore dans des réunions pour des gros deals ou des choses comme ça, ouais? Bien sûr. Ah, c'est cool ça. Ah oui. Pour des contrats de reselling, par exemple, pour des gros deals. Tu vois, on en a un autre qui va tomber lundi, qui a une urgence en RFP, etc. On a une démo lundi. Ils m'ont dit, vas-y, viens, on va faire la démo produit et bien comprendre ce qu'ils veulent. Donc, non, bien sûr que j'y vais encore. Okay. Et ce que j'aime bien aussi comme rituel, c'est on fait une MBR tous les mois. Une quoi? Monthly Business Review, okay. MBR, dans lequel justement c'est un peu le Rex de ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, est-ce qu'on a atteint les forecasts, etc. Ça permet en fait à chacun des managers de l'équipe de présenter plus qu'un CODIR où c'est très resserré. Là, de se dire, OK, parmi toute l'entreprise, tous les managers de l'entreprise, ils ont accès country par country à ce qui s'était bien fait, ce qui s'était plutôt un peu foiré. Ouais. Et comme ça, tu as un vrai regard de toute l'entreprise, en tout cas des managers sur ce qui se passe. Hyper important. Puis évidemment, les boards, une fois par trimestre. Et toi, à titre perso, donc là, est-ce que tu as... Alors, on ne va pas parler de hack, mais est-ce que tu as des méthodes, des techniques d'organisation, de productivité? Je ne vais pas dire qui te sont propres, parce que de toute façon, on a toujours piqué l'idée à quelqu'un, mais des trucs qui marchent très bien sur toi et que tu dis, ouais, tu vois, ça, c'est un bon conseil que je peux te donner, quoi. Alors, j'ai pas forcément réfléchi à ça. C'est une bonne question. Tu sais, ça peut être des trucs tout con. Hein. Ça peut être de dire, par exemple, tu vois, moi, j'ai un jour où j'ai pas de meeting, ou tiens, moi, je fais des meetings qui durent jamais plus de 15 minutes. Tu vois, ça peut être des trucs aussi simples que ça,
où tu dis à un moment donné, j'ai mis ça en place et Franchement, j'ai vu un changement. Alors, on a essayé plein de choses. Tu vois, on a essayé les meetings de 40 minutes, 45 minutes maximum et pas 1 heure. On a essayé de se dire, OK, on veut un compte-rendu à chacun des meetings, etc. Même avec des outils d'IA qui font ça très bien, même en interne. Voilà, c'est pas forcément ce qui a marché le mieux. Non, vraiment, ces meetings, justement, MBR et tout, ont vachement bien fonctionné. Non, il n'y a pas de gros hack organisationnel qui a fait mouche. J'essaie de réfléchir rapidement. Mais, non, mais si tu en avais, hein, il y en avait comme ça qui te Ce venaient. que j'aime bien faire, tu vois, il y a des sujets très très sensibles où je suis assez bon sur les sujets temporaires de gros hacking, des choses comme ça. Il y a des fois où ça m'arrive de dire, OK, il y a un truc à creuser là et il y a moyen d'avoir des choses. Ok, non, trop bien. J'aime bien aussi parler de. Vous êtes quand même sur un marché qui est gros, et donc comme il est gros, du coup il est concurrentiel. Immense. Est-ce qu'il existe, je sais pas, quelque part un WhatsApp où il y a tous les CEO de toutes ces solutions-là, avec les mecs même d'autres pays, même en France, et genre est-ce que vous parlez avec vos camarades d'Aircall et puis peut-être tous les autres qui sont également sur ce marché, ou est-ce que non, c'est pas tellement une problématique. C'est pas forcément une problématique. Je pense qu'il y a beaucoup de respect mutuel, mais en même temps une petite guéguerre qui est naturelle avec chacun de ces providers-là. On a vu en ce moment, il y a beaucoup d'envois et réceptions de courriers en disant que voilà, je sais pas si tu as vu sur Internet, il y a beaucoup de comparaisons entre les différentes solutions et en plus qui sont pas forcément vraies. Donc il y a beaucoup d'allers-retours, machin. Non, franchement, on a un marché, il y a beaucoup de place pour beaucoup d'acteurs. Ouais. Chacun avec des spécificités. Est-ce que tu cernes plutôt le very small? Est-ce que tu cernes le SMB? Est-ce que tu cernes plutôt les grands comptes? Ah, c'est ce que tu étais en train de me dire avant qu'on puisse enregistrer. Ouais. Énormément d'opportunités sur ce marché-là. Tout le monde veut ça. Tout le monde cherche justement des outils qui leur permettent de développer leur business. Et c'est là-dessus qu'on est bon. Donc, ouais, c'est hyper challengeant aussi d'avoir des concurrents qui sont à ce niveau. Trop bien. J'allais dire que c'est quoi les gros projets, les grosses perspectives? Je suppose que c'est continuer de grossir, d'ouvrir des pays. Mais du coup, toi, à titre perso, par exemple, je suppose que là, vous êtes en train d'écrire les OKR de 2026, peut-être même déjà fait. Ouais. C'est quoi, par exemple, si tu peux les donner, bien sûr, ce qui peut être public, c'est quoi les énormes chantiers et comment tu vas les attaquer, en fait? Ok. Alors, 2026, le premier top priority, c'est d'arriver à la rentabilité courant année 2026. Okay. Aujourd'hui, Ringover n'est toujours pas rentable. C'est un peu un gros mot aujourd'hui parce qu'on se dit, OK, tout le marché c'est un peu contracté, etc. Il faut revenir à la rentabilité ASAP. C'est pas forcément le choix qu'on a fait. On a dit, OK, ça marche bien, on continue la croissance et on va atterrir de façon sereine aux alentours des zéros. Et comme ça, au moins, à tout moment, on sera rentable. Il n'y aura pas d'épée de Damoclès sur l'entreprise. On reviendra à la rentabilité, ça sera safe. Donc ça, c'est top priorité. 2026, c'est vraiment... Voilà. 2027, on vise atteindre les 100 millions d'euros d'ARR, donc tu vois, gros gap. Pour ça, évidemment, c'est ouverture de marché, c'est d'arriver à avoir une rétention parfaite de nos clients qui soient faire fois dans 2 ans, c'est ça? Ouais. Possible. Ouais, c'est possible. C'est challengeant, mais c'est possible. Ouais. Et il y a quelques trucs à craquer qu'on n'avait pas encore identifiés et qui viennent. Franchement, on a beaucoup à faire. La deuxième chose, c'est que tu vois, on est resté longtemps sur Ringover, trop bien, la cloud communication pour les sales, staffing et le support. Ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'il y avait une demande aussi de fonctionnalités supplémentaires que les gens étaient prêts à payer. Donc là, on a développé beaucoup. On est passé dans une session du build. On va repasser dans une session du run. Mais le build, on a pu justement créer plein d'outils qui viennent en plus de Ringover pour pouvoir encore mieux servir nos clients. En plus de cette partie, comme on disait, de communication cloud, tu as aussi Empower pour la partie analyse conversationnelle, analyse de toutes les conversations, etc. Comme un Gong, là, plutôt. Comme un Gong, évidemment. Comme qui est très bon aux États-Unis. Ouais. Pas trop en France, hein. Non, pas trop. J'ai l'impression, moi, je les connais parce que c'est mon métier. On les voit pas, en tout cas. C'est mon métier peut-être présents, mais on les voit pas. C'est mon métier de parler avec les SaaS, tu vois. Mais tu parles au commun un peu des mortels de l'écosystème. Ils connaissent pas trop Gong, en fait. Hein. Pourtant, c'est vraiment une machine. Je crois que c'est énorme. Hein. C'est combien d'ARR, Gong? Aucune idée. Franchement, bon, bref, c'est immense, quoi. Ouais, c'est immense. Et en fait, Gong, pour que les gens le comprennent, c'est un peu comme un Mojo en France. Ouais. Grosso modo, si je caricature, non? Ouais, si, c'est ça. Ouais.
Donc on a lancé ça, et là récemment on a lancé justement des nouvelles briques encore. Tu vois, on parle beaucoup de l'IA qui remplace les humains, etc. Bon bref, je ne vais même pas entrer là-dedans. En tout cas, la demande, elle est de se dire comment est-ce que je peux staffer des agents IA pour pouvoir répondre dans n'importe quelle langue à des questions simples. Donc tu as toute cette partie héros chez Ringover. Donc c'était un peu le jeu de mots de se dire tu vois, c'est écrit AI et héros derrière en disant ce sont les customer héros. On a essayé de faire le jeu de mots et de se dire ce sont des agents virtuels qui, simplement, exactement comme ton Ringover, tu peux l'intégrer avec ton Zendesk, tu peux l'intégrer avec n'importe quelle brique logicielle. Il va automatiquement fetcher dans le CRM, dans tes tickets, il pourra te donner des infos simples. Et on va travailler là-dessus pour l'améliorer et faire quelque chose de vraiment pertinent pour les équipes, principalement support. Je pense qu'on n'est pas encore prêt à avoir aujourd'hui des sales IA qui nous appellent et qui nous vendent tu vois, un contrat d'assurance ou autre. Ça va arriver plus vite qu'on ne le pense, mais t'as raison, c'est pas tout de suite, quoi. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que en fait, vous, votre vision, c'est à un moment donné, c'est de devenir une suite d'outils, en fait. Et ça, en fait, le fait de faire une suite d'outils et donc du coup d'aller upsell votre grosse base client, quand même, parce que donc ça, on disait plus de 40 millions d'ARR aujourd'hui. Ça représente combien de clients? Combien de milliers de clients? Aujourd'hui, on a 14 000 clients. 14 000 clients. Donc vous, en fait, c'est de créer en fait d'autres outils, parce qu'en plus, comme vous êtes un peu des mecs du produit, en fait, vous savez bien faire ça. Et puis, comme vous adressez déjà des clients, vous avez la data en direct de ce qu'ils ont besoin pour venir se plugger à Ringover, notamment. Exactement. Ou même d'autres, en fait. L'idée, c'est de se dire, tu as comme tu disais, une suite de logiciels simples pour ton business qui te permet justement d'être contacté sur n'importe quel canal de communication. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus seulement quand tu contactes une entreprise, tu ne vas pas forcément l'appeler ou lui envoyer un mail, tu vas peut-être la contacter sur WhatsApp, sur Instagram, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir l'ensemble des conversations dans un outil simple. Ton agent, lui, répond, c'est transparent pour lui, il répond sur un channel de communication, un autre, il rappelle, il fait un meet, il fait une démo sales. D'ailleurs, on travaille sur un outil justement pour faire des démos sales. Je pense qu'il n'y a pas encore de solution, tu vois, sur le marché qui va traiter ce cas-là. Tout le monde est avec son Google Meet, Zoom, Teams à faire des démos un peu, voilà. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à craquer là-dessus, tu vois, de se dire, avec un agent IA en temps réel qui te pousse les bonnes infos, te pousse les bons documents, te résume les informations et tu reviens dessus avec une data room et une partie vraiment, voilà, la next step, c'est la démo avec ton IT pour pouvoir te déployer Ringover partout. Donc, on va travailler là-dessus. Donc, tu vois, c'est vraiment au-delà de ce que tu me disais au tout début, vous faites de la téléphonie cloud. En effet, je ne saurais pas te dire le pourcentage d'utilisation de la téléphonie cloud sur Ringover, mais ce n'est plus seulement ça. On arrive justement à entrer sur l'ensemble des moyens de communication des clients. On vient les analyser pour pouvoir justement faire levier sur leur business dans un outil simple. Et en fait, est-ce que tu as observé un peu la vision, tu sais, qui a un peu le groupe l'Empire, l'Empire, qui a monté Guillaume Moubèche, où en fait, pareil, sur leur solution de base qui était l'Emlist, ils font toute une suite d'outils, comme l'Emwarm, Taplio, Tweethunter, donc là plutôt en M&A. Là, du coup, pareil, ils viennent de racheter Clap, etc. Donc, pareil, vous, est-ce que vous avez aussi un peu cette vision d'avoir en fait tout un écosystème de produits dédiés aux équipes sales et aux équipes support, et en fait qui partent de cette techno et de ce savoir-faire qui est la téléphonie, en fait? Alors, c'est hyper drôle que tu parles de l'Emlist. Je connais très bien Charles Thénault aussi. Qui est le nouveau CEO, du coup, qui a remplacé Guillaume. J'ai mangé avec lui il y a 1 semaine et demie. Et ouais, Clap, trop bien. Ça va parfaitement avec justement leur stratégie de comment est-ce qu'on fait du massive outbound avec du Lemlist, etc. Apporter de la brique de valeur sur les conversations. On a discuté ensemble parce que oui, en fait, on est quasiment devenus concurrents sans le vouloir. Ah oui, parce que Clap, c'est vrai que c'est un peu comme le Empower de Ringover. C'est ça, c'est plus un Empower. Parce que Clap, c'est pareil, c'est un peu comme un Gong, en fait. Exactement. Donc du coup, l'idée, c'est de se dire, trop bien, c'est des super créateurs de produits, on est des super créateurs de produits, on n'est pas très loin en termes d'ADN, donc on s'entend très bien et ça marche très bien. Ouais, parce que Clap, franchement, c'est un beau projet, parce qu'en fait, il y a eu tellement de choses qui se sont montées à ce moment-là là-dessus. Et moi, je trouve que Clap, pareil, pour avoir pas mal parlé avec son CEO, c'est des super mecs. Et puis, tu sens qu'il y a un bon ADN produit. Du coup, il te plairait, je pense, il faut que tu le rencontres, quoi. Je sais pas si tu l'as rencontré. Non, pas du tout. Mais ouais, on travaille beaucoup avec Charles. Et d'ailleurs, l'Emlist, tu peux avoir du Ringover directement intégré dans ton Lemlist. Donc, tu vois, ça vient parfaitement s'intégrer dans les deux outils. Moi, sur la partie technique, il y avait une dernière question que je voulais te poser là-dessus. Tu avais commencé à m'en parler tout à l'heure en off, avant qu'on vienne nous dire c'est bon, ça enregistre. Tu me parlais en fait maintenant de cette possibilité un peu multicanal d'appeler, d'aller sur du WhatsApp, du SMS, du Messenger, du truc, du machin.
Comment on travaille avec Ringover là-dessus? Ok. En fait, tu te rappelles, donc 2018, le petit outil de téléphonie, etc. dans le navigateur. En fait, on a empilé, c'est peut-être un mauvais mot, on va dire travailler à ce que justement l'intégration soit parfaite de l'ensemble des moyens de communication dans une seule web app simple. Donc en gros, tu retrouves par client, je sais pas, tu vas contacter Decathlon, génial. Tu vas avoir le CEO qui va t'envoyer un WhatsApp, tu vas le rappeler. Tu vas avoir un meeting qui est organisé avec ce CEO, parce qu'on a des intégrations aussi avec Google, Zoom et Teams. Et ainsi, en fait, dans ton CRM, l'ensemble des conversations va être push. Tu retrouveras tout directement dans ton CRM. Tu auras ton résumé de conversation envoyé par mail. Tu auras l'ensemble des informations contenues dans ta conversation qui vont être highlightées. On fait du NER, enfin Name Entity Recognition, qui te permet de mettre en lumière les adresses, les noms propres, etc. et de reconstituer justement la donnée qui est vraiment valuable. On permet même maintenant, avec un système de remplissage automatique de CRM, de te dire « Ok, dans tel custom field de Salesforce, je veux pousser l'info du budget alloué à ce truc. » Tu vois. Donc, du coup, ton GPT va dire « Ok, je prends ta conversation. Qu'est-ce qui correspond le plus à ce contexte ? Hop, je mets le budget au bon endroit dans le CRM. Tu n'as plus rien à faire. » Et ça, c'est normal. C'est une innovation, mais qui est complètement normale aujourd'hui. Et même, je vais aller plus loin, tu vois, la vision du CRM, il y a un moment où on va se dire, OK, tout le monde a l'habitude avec son GPT maintenant de se dire, OK, j'ai mon input, j'ai mon prompt. Demain, il faut que tu puisses être capable de te dire, OK, mon CRM, en fait, c'est un input. Je vais pouvoir rechercher dynamiquement dedans. Et derrière, tu as la donnée qui est complètement déstructurée. Et ton IA va complètement savoir restructurer ça de façon simple, te mettre une fiche client derrière. Tu n'as même plus besoin d'avoir un CRM tel qu'on l'entend aujourd'hui. Du coup, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur ce marché du SaaS. Tu vois, tout est en constante évolution. Il y a beaucoup d'intensité et beaucoup de plaisir aussi à être dans ce monde-là. Écoute, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a des questions, des sujets que tu aurais aimé qu'on aborde et que j'ai oublié d'aborder? Je pense qu'on a fait quand même un beau parcours là de Ringover. Je sais pas combien de temps on a mis. Moi, j'avais pas l'œil sur le. On fait un peu plus d'une heure, ce qui est ma moyenne. En général, moi, je fais du 50, 55, 1 heure, 1h05. Je suis toujours un peu dans cette moyenne. C'est vrai que là, en plus, on a fait un épisode assez technique. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, il n'y a pas de problème parce que moi, j'ai commencé en fait ce podcast en étant du coup très. C'est toi qui m'as poussé, ouais. Très SaaS et tout. Donc en fait, je me suis fait aussi faire un kiff. Tu sais, je dis toujours le hack du podcast, c'est beaucoup en fait, si tu fais comme moi 2 épisodes par semaine, ça veut dire que tous les ans tu rencontres 104 nouvelles personnes. C'est beau. Et du coup tu te prends en fait un mentoring gratos avec une personne qui est experte dans son domaine. Donc en fait tu l'as à côté de toi, autant en profiter. Carrément, ouais. Et puis comme il y a des gens qui peuvent écouter, c'est aussi bien. Où est-ce qu'on te suit toi, Ludovic, plutôt sur LinkedIn, je suppose, ouais. Donc Ludovic, et après comment tu l'appelles? Rato? LUDOVIC et Rato RATEU. On est bon. Donc, CEO de Ringover, vous allez me trouver. Normalement, il n'y a pas de problème, vous devriez trouver. Je vais faire la petite mention légale de fin d'épisode. On va remercier Studios, du coup à Montparnasse, qui nous accueille pour cet épisode. Si vous êtes sur YouTube, évidemment, vous vous abonnez, parce que c'est vrai que la plupart des gens, vous regardez les épisodes, mais vous ne vous abonnez pas, et alors que c'est très important pour le référencement. Il faut. Si vous êtes en audio, un petit 5 étoiles, pareil, ça fait plaisir, important pour le référencement, et pour que vous puissiez continuer de profiter de ces contenus plus gratuitement possible. En tout cas, merci à toutes et tous. Merci beaucoup, Ludovic. Merci, et je vous dis à très bientôt dans la Chapelle Radio. Et ciao!